Bonjour, bonsoir à tous et toutes et bienvenue dans ce 33e épisode de Kiss My Ace, le podcast de Jeux Blanc. Jeux Blanc que vous pouvez retrouver sur son site internet, son compte Twitter et son compte Instagram, euh, comme depuis assez longtemps maintenant. Et pendant cette intersaison de tennis, avec l'équipe, on se réunit pour un peu faire plusieurs bilans de la saison 2024 qui s'est passée. Et après avoir fait nos satisfactions, on va passer de l'autre côté de la lumière en parlant de nos déceptions de l'année. Et bien sûr, pour faire cela, et pour parler de ça, je ne serai pas seul, je serai accompagné cette fois-ci de Thomas. Comment ça va, Thomas? Eh ben écoute, salut Auguste. Je vais plutôt bien, mais je suis assez salé par rapport à la saison 2024. J'ai plein de choses à dire, donc ça tombe bien qu'on soit que tous les deux dans ce podcast, on va pouvoir s'épancher sur cette saison. C'est ça. Et ben, c'est sûr que là, ce podcast-là sera le podcast du sel et un peu de la malveillance parce que là, on va un peu dire ce qu'on pense vraiment des joueurs et joueuses qui ont un peu contre-performé ou des constats globaux de de la saison. Donc, je vous explique comment ça va se passer. Chacun de notre tour. On va dire une déception qu'on a et puis on rebondira sur ce que l'autre a et puis on en donne trois chacun. Et puis Ouais. et puis, euh, et puis après, avec 6, je pense qu'on aura fait le tour de beaucoup de trucs. Bien sûr, je pense si on faisait une vraie liste, il n'y aurait pas que 6 choses à dire. Voilà, plus, mais bon, à un moment, si on veut que le podcast ne dure pas 4h30, à un moment, il faut faire des choix. Et donc voilà, on se limite à 3, mais à 3 chacun, mais déjà 6 en tout, ça devrait être assez. Sans plus tarder, bah, je te lance, Thomas, je te laisse ouvrir le bal. Dis-nous ce qui t'a un peu fâché et déçu cette année. Alors moi, la première déception de l'année, elle est très simple, c'est un constat qui est global. C'est vraiment le niveau en Grand Chelem, les performances en Grand Chelem de manière générale. Alors, le niveau en Grand Chelem, hormis Sinner, hein, évidemment, Sinner c'est dans une autre catégorie, c'est pas ça que je veux cibler précisément. Mais je trouve en fait qu'il y a une absence de match frisson, une absence justement de performance en match, de match serré, de match accroché, de match qui en fait nous font aimer le tennis. Parce que le tennis, c'est pas que bon, bah, caractérisé par Sinner, voilà, la puissance implacable, l'asphyxie du fond du court, et coller 6-2, 6-2, 6-2 à tout le monde. Le problème, c'est que le tennis, bah, c'est avant tout des sensations, ça peut être des remontées fulgurantes, ça peut être des défaites tragiques. Et là, cette saison, j'ai l'impression vraiment que bah, il y avait pas de suspense, il y avait aucun suspense. On va faire l'exemple tout simple en retraçant tous les grands chelems. Je vais pas parler maintenant des Masters 1000 et des ATP 500, je pense qu'on pourra en reparler plus tard. Je sais pas si ça viendra de toi ou de moi, mais on pourra en reparler plus tard. L'Open d'Australie, déjà pour commencer, ben, au final, on a Sinner. Le seul vrai match où il y a eu beaucoup de suspense, c'est la finale. Sinner qui remonte un handicap de 2-7 à 0 par rapport à Medvedev, qui lui colle donc après 3-7, mais assez sec, puisque Medvedev avait plus rien dans le carburant, avait plus de carburant. Mais dans l'ensemble, la quinzaine de l'Open Australie, je la trouve décevante. Il n'y a pas eu de gros matchs. Les quarts et les demi, c'est toujours comme d'habitude, bah, assez décevant maintenant, hein. On a commencé à avoir l'habitude depuis quelques saisons. La demi-finale entre Djoko et Sinner, elle n'a pas remporté elle a pas vraiment tenu ses promesses, parce qu'au final, Djokovic bah, il était malade en plus de ça, et bon, bah, il s'est fait complètement dominer. Donc il y a un set vraiment qui vaut le coup, mais le reste, c'est quand même pas terrible. Roland-Garros, après, on peut enchaîner. Roland-Garros, c'est peut-être le meilleur grand chelem de la saison, je pense, à mon sens. Ouais, On a, je suis d'accord voilà. avec ça. Voilà, parce qu'on a quand même Zverev, on a Nadal déjà bon, Nadal, la symbolique, la retraite déjà qui donne quand même un moment un peu émouvant. Alors, on a le parcours de Zverev un peu chaotique. À un moment, il est mené double break par Griekspoor, mais au final, il remonte Griekspoor, il gagne le match au couteau. Donc on se dit là, Zverev, c'est une bonne opposition. De l'autre côté, on a quand même des matchs avec Djokovic, avec Musetti. Je pense que vous avez dû en parler, mais bref, vraiment des matchs qui sont finis à 3 heures du mat, même plus. Donc vraiment des beaux parcours. Et une finale quand même, Zverev-Alcaraz, qui, bon, pas non plus si haute qui n'atteint pas non plus à des sommets tennistiques, mais ça reste quand même convenable. Mais, entre guillemets, c'est le meilleur grand chelem. Mais par rapport à d'autres années, dans les années 2010, bah, c'est un grand chelem plus que banal, en fait, voire médiocre. Ensuite, Wimbledon. Wimbledon, on va même pas en parler. Pire grand chelem de la saison, je pense, à mon sens, avec l'US Open. Ah, moi, je mets quand même l'US Open à devant, Ouais, mais vas-y, je te laisse ouais. finir et je reviendrai après sur l'US Open.
Ça marche. Bah, moi, le Wimbledon, je suis désolé, il y avait aucun match, il y avait rien. Il y avait rien, j'ai même plus le tableau en tête, tellement. Là, Roland-Garros, je vous ai dit tout ça de tête, parce que j'ai gardé des matchs qui m'ont marqué, etc. Wimbledon, je ne pourrais citer aucun match. Bah, Bref, À Wimbledon, moi, bah, il y a la finale où Alcaraz met une fessée à il n'y a Djokovic. rien, voilà, il y a rien, quoi. Et il y a le beau parcours de Musetti. Ouais, ouais. Hmm. Ça. Et Mpetshi après, Pericard aussi. Mpetshi. Musetti, il fait demi contre Djoko, je crois, non? Ouais, je crois, c'est bien Il me ça, semble ouais, qu'il ouais, fait ouais. demi contre Djoko. Il sort un gros match, mais Mais il n'y a pas de suspense. Il n'y a pas de suspense en il soi. perd perdre. Voilà. Et, et à la limite, c'est plus chez les femmes où il y a eu quelques surprises. Et on se retrouve avec une finale Krejcikova contre Paolini, que personne ne voyait, bien sûr. Mhm. Mais alors, même si du coup on pourrait dire que les grosses têtes tiennent pas à leur rang, au moins il y a des surprises et on s'amuse un peu. Bah, Chez- c'est ça, hein. Oui, oui, moi je tiens à dire que mon propos là est uniquement basé sur l'ATP, hein. Je ne l'ai pas précisé, mais vraiment c'est que l'ATP là que je cible. La WTA pour le coup est très divertissante. C'est vraiment, il y a pas, on va pas se mentir, il y a quand même une bonne densité de joueuses qui sont quand même appréciables à regarder. Mourova, hein, évidemment, merci. Bon, Merci merci. d'être revenu, évidemment. Et donc pour finir mon bilan et après te passer la main et te donner m'expliquer ce que tu en penses vis-à-vis de ma réflexion. L'US Open, donc tu le mets devant toi Wimbledon, de ce que j'ai compris. Moi, je pense que oui, il est un peu meilleur que Wimbledon. Wimbledon, pour le coup, c'était vraiment le fond du panier, je pense, honnêtement. J'ai vraiment détesté. Mais l'US Open, c'était les guidés, quoi. On a deux surprises, deux éliminations Oui, quasiment notre d'emblée ouais, d'Alcaraz et de Djoko. du coup, ouais, Donc, c'est ça. ça plombe, hein, ça plombe le tournoi déjà. Ouais. Et derrière, on sait qu'en fait, c'est un boulevard pour Bien Sinner. sûr, Personne voilà. ne peut l'arrêter. En fait, c'est pas que ça plombe parce que ça fait deux belles surprises, mais c'est juste que les surprises, elles passent un tour et après, il y a plus personne. C'est Si par ça, c'est exemple, ça. si un Popyrin qui élimine Djoko fait Mhm. une grosse quinzaine, il va jusqu'en demi, c'est cool. Et là, le Oui. truc, c'est juste un coup d'éclat d'un soir et après, il n'y a plus rien. Bah, Mhm. vas-y, est-ce que tu as fini ou tu veux rajouter des choses? Ben, je voulais rebondir sur le fait que tu parlé de Popirine. C'est vrai qu'en plus, Popirine, il avait gagné Montréal Ouais? juste avant. Donc on se disait, putain, mais Oui. ça se trouve, il y a un upset, il y a un upset de fou à faire, quoi. Voilà. Et au final, il se fait sortir juste après. Et au final, on se retrouve avec une finale. Aussi, moi, une grosse déception qui peut aller vraiment voilà, vers Zverev. Zverev qui est censé tenir son rang. On est censé avoir un Sinner Zverev. Et ben non, Zverev qui perd contre Fritz. Donc Fritz, grosse progression, mais on voulait pas avoir Sinner Fritz en finale. Oui, Parce parce qu'au que final, ben, on sait très bien que Fritz se fait ça avait découper. très bien se passer. Il s'est passé exactement ce qui était prévu. Voilà. 3-7 en une Et heure. bis repetita au Masters. Voilà. C'est ça. Et alors moi, juste, je pense, enfin moi, je mets quand même l'US Open devant Wimbledon dans le pire grand chelem de la saison. Ah ouais, Moi, carrément. je me souviens quand même que cette US Open-là, enfin, je sais pas, ça doit faire au moins 15 ans que je regarde du tennis à la télé. C'est le premier grand chelem de ma vie où ça me fait réellement chier et j'ai la flemme de mettre devant les matchs. J'ai eu aucune excitation sur toute la quinzaine. Le seul petit rayon de soleil, c'est le Tiafoe Shelton en Ouais, huitième, c'est vrai. je crois, C'est vrai, je l'ai vu aussi. Ouais. qui était un super match. En plus, c'est vraiment US contre US sur le central, New York. Donc forcément, il y a un public plein et en feu. Et puis les deux, ils se connaissent par cœur. Ils ont un jeu tellement spectaculaire que forcément, ça fait rêver. Mais en plus, ça fait 5-7 il me semble. Donc c'était Ouais, parfait. Mais à part ce match-là, chez les hommes, c'était l'ennui. C'était ouais, vraiment ouais, tout ce que c'est le vrai. tennis a de plus ennuyeux à offrir. Et encore une fois, si Popyrin ou VDZ qui élimine Alcaraz au second tour aurait percé et vraiment trouvé tout le tableau, ça aurait été très cool. Enfin, dans l'histoire, il y a eu des gens comme ça. Enfin, je pense que l'exemple le plus récent, en tout cas que moi j'ai en tête, c'est Karatsev à l'Open Oui, d'Australie, où le mec c'est un no-name. Enfin, oh, si. le grand public ne le connaît pas et pour le connaître, il faut être vraiment un C'est puriste vrai. de chez puriste. Et le mec débarque et boum, il claque demi en sortant. Il y a Dimitrov et Félix, il me semble, avant. Bon, après, il perd contre Djoko, ce qui est totalement normal, mais le mec, il fait qualif demi, et c'est déjà très très beau.
Et donc ça, ok. Et ça aurait mis un certain piment dans le Grand Chelem. De temps en temps, avoir un Grand Chelem avec une nouvelle tête et une belle surprise, c'est quand même très cool à voir. Sauf que là, on l'a pas eu. On a juste eu Sinner qui a fait ce qu'il avait à faire. Parce qu'après, c'est pas de sa faute si Alcaraz et Djokovic ont perdu plus tôt que prévu, bien sûr. Mais donc, du coup, ça donne des matchs à sens unique côté Sinner. Et, oui, et c'est là où on voit qu'une fois que Alcaraz n'est plus là, sur le circuit, il n'y a personne pour aller répondre au niveau de jeu qu'a proposé Sinner. Et donc, bah, là, en ce moment, tu mets Sinner contre n'importe qui t'appelle pas Carlos Alcaraz. C'est 2-7, enfin, en format 3-7, c'est 2-7, en 5-7, c'est 3-7 sec, et c'est fini, quoi. Et donc, bah, et heureusement et je te rejoins aussi sur heureusement qu'on a eu les tableaux féminins qui, eux, ont proposé du jeu. Enfin, là, par exemple, chez les femmes, la finale, c'est Sabalenka Gauff non, c'est pas Sabalenka Gauff. Si? Si, est-ce que c'est Gauff qui gagne? Non, pardon. Non, pardon, j'ai un nom de retard, pardon. C'est Sabalenka bat Gauff en demi-finale. Et en finale, Sabalenka bat... merde, pourquoi j'ai un truc comme ça? En finale, elle bat... Je vais retrouver... Pegula, c'est vrai, elle, pour Elle est le coup, sortie avait sur Peg. gagné Toronto, enfin, elle avait gagné au Canada. Elle fait une grosse perf, il me semble, à Cincinnati, la Pegula. Et donc, bon, c'était vraiment, en plus, ouais, voilà, elle gagne au Canada, elle fait finale à Cincinnati, où elle perd contre Sabalenka, d'ailleurs. Et donc, elle refait finale à l'US Open devant son public, mais c'est très cool, parce que, en plus, juste avant, du coup, on a vu Sabalenka Gauff en demi-finale. Et bref, on a eu le parcours de Mukova qui a sorti un des coups de l'année au premier tour en rattrapant ce match, en sautant dans le dos. Enfin, c'était super beau à voir. Et on a le parcours de Emma Navarro qui fait demi chez elle aussi. Enfin bref, il y a eu plein d'histoires. Et donc, bah voilà, chez les femmes, on a eu deux très beaux matchs et c'était génial. Mais chez les hommes, c'est vrai que c'est bien fait chier. Mais bon, c'était à prévoir dès que Djoko et Alcaraz ont perdu. Et bon, et on espère surtout que ça restera que une exception dans le futur et que les prochains en 2025 seront mieux. Bah, moi, pour rebondir là-dessus, tu vois, je pense que ça soulève aussi un autre problème. C'est que, comme tu l'as dit, une fois qu'Alcaraz et Djokovic étaient sortis, on savait qu'on allait se faire chier. Mais du coup, ça soulève encore un autre problème, c'est que au-delà donc du niveau de jeu qui n'est pas présent, parce que Sinner écrase tout le monde à part Alcaraz et Djokovic, il y a aussi un problème de diversité de jeu. Oui. Parce que, Ça, imaginons, j'avais vu un Alcaraz, un Sinner Dimitrov ou un Sinner Tsitsipas en finale. Bon, avec un niveau convenable évidemment, hein, toute raison gardée, mais j'aurais quand même plus kiffé que de voir un Sinner contre bah, des copies conformes de Sinner en fait. Parce que maintenant, il n'y a que des profils comme ça, des profils de contreurs du fond de cours, attaquants de fond de cours, frapper le plus fort dans la balle possible. On pourra revenir sur les conditions qui ont été modifiées avec les nouveaux matériaux utilisés pour les balles qui font que bah, les balles sont beaucoup plus lourdes et donc beaucoup plus, faut frapper de plus en plus fort pour qu'elles aillent vite. Et en fait, bah, tu regardes, Sinner-Medvedev, c'est un peu copie conforme. Encore Medvedev, il y a une stratégie, mais c'est juste on se renvoie la balle. Sinner-Zverev, on se renvoie la balle. Sinner-Fritz, on se renvoie la balle. Sinner-Rublev, on se renvoie la balle. je pourrais t'en citer plein comme ça, en fait. C'est juste c'est ça. des copies Ah, conformes qui se renvoient la balle et Sinner est le le- meilleur à ce jeu-là. Ah, c'est bah, tout. le truc, c'est que ouais, après, Sinner, il a quand même une puissance de frappe bien au-dessus de tout le monde. Enfin, quand en coup droit, il accélère, tu sens que la balle elle va 10 fois plus vite que n'importe qui. Et en fait, oui, en style de jeu, c'est vrai que tu as Sinner qui est bourrin, même si depuis, on va dire, 1 an et demi, Oui, il y a de la variété. il a ajouté une amortie de coup droit qui est franchement pas si dégueu que ça. Mais sinon, il y a Alcaraz qui sait tout faire. Et après, moi, je te trouve un peu dur avec Daniel parce qu'il a quand même son style à lui, mais depuis longtemps, enfin, depuis ses débuts, où un peu rameur et il va se faire la faute. Mais sinon, je te rejoins sur tout ce qui est Fritz, Rublev, Rude, qui d'autre? Ribor.
Rude, pour moi, c'est l'un des plus créatifs maintenant, tu vois. Bah, le truc, c'est que moi, Rude, je le trouve très propre techniquement, mais c'est très académique. Enfin, il n'y a rien de Ah oui, bah, c'est sûr. et en soi, il fait comme tout le monde. Il fera fort quand il le case, il croise au fond, il joue haut et stop. Enfin, il y a, enfin, moi, quand je te dis un créatif comme Alcaraz, c'est savoir faire tous les effets, toutes les longueurs de balle, à chercher tous les angles, coup droit, revers, venir au filet. Et à ce jeu-là, Alcaraz, c'est le fait parce qu'il a une palette gigantesque. Enfin, lui, il a vraiment tous les coups. Alors que Rude doit les avoir, mais pas un match. Enfin, ou en tout cas, il Pas ne autant, oui. le trouve pas, Ouais, quoi. pas autant. C'est Euh, vrai. mais après, oui, ça, c'est un autre souci qui pourrait rentrer dans une deuxième déception. Et chez les femmes, c'est aussi très vrai depuis très longtemps. C'est l'uniformisation des styles de jeu. Et c'est vrai, et surtout, on va dire, la non-remise en question de certains joueurs, et pour se dire, si je veux passer le dernier cap pour aller à l'élite de chez l'élite, il faut que je varie. Et genre, moi, pour moi, ce qui me frappe, ce qui me frappe et ce qui me vient tout de suite en tête, c'est les Rublev et les Kachanov qui, depuis 10 piges, ils frappent comme des mules dans la balle. Et tu l'as jamais vu faire un shot, tu l'as jamais vu venir au filet et déposer une petite volée tranquille ou au service, ça frappe que à plat, ça fait vraiment bourrin. Et se dire que ces mecs-là, ils sont, on va dire, globalement, entre la 6 et la 20e place, on va dire, Ouais, c'est ça. Ratchanov, il est souvent Kachanov, tu entre vois. 10 et 15. C'est-à-dire, Rublev, ça fait maintenant 4-5 ans qu'il est entre 6 et 10, et Kachanov, il est entre 8 et 20, on va dire, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Mais ces mecs-là, en soi, s'ils sont là, c'est qu'ils sont pas si loin de ça d'être top 5, peut-être des top 4, mais juste, ils n'évoluent pas. Tu regardes C'est ça. Rublev jouer en 2018 et Rublev jouer en 2024, c'est la même chose. Alors que tu regardes par exemple Sinner jouer en 2019 et Sinner jouer Ah bah maintenant, oui. C'est ça pas n'a rien comparable, à hein. voir. Ça n'a rien à voir. Non. Et se dire que, là je prends l'exemple de Rublev, mais c'est vrai pour plein d'autres. Medvedev c'est vrai, Zverev c'est vrai, un demi-nord c'est vrai, je sais pas, qui d'autre je pourrais taper dessus, que je cherche, un Tsitsipas, Ah bah Tsitsipas, c'est vrai de fou. c'est peut-être une déception, ça. Ouais. C'est un Donc, créatif, mais pour le coup, Tsitsipas, mais donc, c'est une peine perdue, hein. donc voilà, je me dis que ces mecs, s'ils sont au niveau on va dire, globalement, top 15 mondial, c'est qu'ils ils savent tout faire et ils ont les capacités. Seulement, ils s'obstinent dans un style de jeu qui ont amené jusqu'à ce niveau-là. Mais pour franchir le dernier step où tu as Sinner, Alcaraz, de temps en temps Zverev et Djoko depuis longtemps, et ben, soit ils veulent pas faire l'effort parce qu'ils se disent qu'ils sont très bien à leur place et qu'ils ont un niveau de top 10 et que cette place leur vont et qu'ils ont fait une croix sur leur rêve d'être numéro 1 mondial. Dans ce cas, très bien, mais ne te plains pas après. Ou soit ils ont juste pas envie de faire l'effort de peut-être être moins bon sur une période de 6 mois, un an, le temps de faire ces changements-là. Parce que ça va prendre du temps et en plus, faut jouer quasiment toutes les semaines. Enfin, tu prends quelqu'un comme Rublev, il joue quasiment chaque semaine. Bref, c'est limite ou Euh, un acharné, c'est pas c'est possible, c'est ça, mauvais limite. C'est voilà, contre-productif. c'est ça. Et donc, tu te dis, ils ont peut-être pas envie de revenir à la place 30 ou 40 le temps de juste revenir, enfin de changer, mais après sur le long terme, être mieux. Bon, voilà. Bon, je pense qu'on a fait un grand tour sur les grands chelems, enfin, et sur le niveau de jeu global. De mon On a fait un côté, peu le tour. ouais, de mon côté, ma première déception, elle va aller côté féminin et chez Rybakina. Alors, c'est une joueuse que personnellement j'adore, mais à un moment donné, faut être sur les cours. Et à un moment donné, au bout du 15e forfait ou abandon, il y a un problème. Soit c'est un problème de motivation, ce qu'en soi je doute fortement. Soit il y a un problème de staff, c'est que ton préparateur physique, bah, à mon avis, ben, il doit savoir ce qu'il fait, mais pas pour un niveau top 3, top 5 mondial.
toi, il y a quelque chose dans ta préparation personnelle, que ce soit dans l'alimentation ou dans tes entraînements ou dans la rigueur qui ne va pas, mais c'est pas possible d'avoir fait autant de forfaits et d'abandons sur une saison. Si on reprend la saison de Rybakina dans les grands tournois, euh, en, en Grand Chelem, bon, elle joue pas l'US Open, elle fait forfait. À l'Open d'Australie, elle est là, mais elle perd au second tour contre Blinkova avec un super tie-break qui allait, je crois, 22-20, il me semble, ou 20, ou 20-18, un truc comme ça. Il y a à Roland, elle perd contre Paulini, et pour avoir été dans les tribunes pendant ce match-là, en fin de match, tu as l'impression que elle est plus là, enfin enfin, elle se laisse. Enfin, comment dire, il n'y a pas cette flamme de la championne qui élève, que, bon, elle a quand même été championne en Grand Chelem, et enfin, elle n'a pas ce côté combatif sur ce match-là. Mince. On prend en WTA 1000 sur les 9, non 10, sur les 10 WTA 1000 de la saison, elle en joue que 4, ce qui est très peu, et sur les 4, elle fait forfait en quart à Dubaï, et elle perd au second tour à Cincinnati, ce qui est une contre-performance de fou. Bon, même si Fernandez en face, mais ça reste une contre-performance. Après, elle fait finale à Miami, demi à Madrid. Mais sinon, ça veut dire que Indian Wells, Pékin, Rome, Toronto et Wuhan, elle n'a pas joué. C'est chaud. Pour une joueuse qui est top 5 depuis longtemps, enfin, depuis on va dire 2 ans maintenant, c'est chaud. Et puis après, j'ai pas pris enfin, vraiment tout son programme en 250 et en 500, mais il me semble de mémoire qu'elle a 8 ou 9 forfaits sur la saison, ce qui est énorme. Et donc, j'espère en tout cas l'avoir un peu plus souvent sur le terrain en 2025, mais mes limites en cours de saison, c'était devenu un running gag. Le truc, c'était vraiment, même quand Rybakina jouait, tu savais à tout moment, elle pouvait faire forfait. Et quand tu as ce statut-là, à un moment, faut être sur le terrain, il n'y a pas de choix. Donc voilà, une petite déception que j'espère ne plus avoir l'année prochaine. Ouais, bah, par rapport à ça, moi je suis pas optimiste hein, vis-à-vis de Rybakina parce que bon, Rybakina ça fait quand même oui 2 ans qu'elle est vraiment au top niveau. Wimbledon 2022, elle l'avait remporté. On s'était dit beaucoup de gens, moi j'étais très critique vis-à-vis de ce terme, mais beaucoup de gens avaient voulu faire un parallèle avec le Big Three donc masculin. Ils avaient voulu mettre Swiatek, Sabalenka et Rybakina dans le même lot. Ce qu'on pouvait comprendre à l'époque, hein, parce que même en début 2023, elle fait une finale à l'Open d'Australie contre Sabalenka, et donc voilà, c'était très prometteur. Mais derrière, depuis 2 ans, je suis désolé, elle confirme pas. Que ce soit par manque de motivation ou par juste des problèmes physiques, voilà, elle est tout le temps malade, il y a toujours des problèmes. Elle fait jamais, ça fait cette année, c'était vraiment une saison ridicule hein, à certains stades. Hein. Quand elle était bien concentrée, elle pouvait aller faire des demi et des finales, mais par contre, le tournoi d'après, elle était plus là. Donc, tu peux Tiens, pas espérer aller titiller Sabalenka, qui est sur notre planète actuellement, en jouant comme ça par intermittence. bien sûr. Et voilà. Et bon, là, peut-être que là, elle travaille avec Goran Ivanisevic. Hmm. Donc, peut-être que ça va changer quelque chose, son service, mais bon. Peut-être que ça va changer. Après, voilà. J'espère pour elle parce que c'est vraiment une des joueuses que j'apprécie le plus sur le circuit féminin. Donc j'espère que ça va changer pour elle, en tout cas, en 2025. Et que Goran va lui mettre une discipline vraiment vénère sur toute la saison. Ouais, Vas-y. parce que là, si tu regardes son titre, là, je regarde juste son titre. Ses titres, en 2022, elle remporte Wimbledon. 2023, elle remporte 2000, 2 WTA 1000. Et là, en 2024, elle remporte que 3 ATP 500, enfin WTA 500. En fait, ça descend. L'année prochaine, ce sera 4 250. Mais bref, Ouais, c'est bref. après 2 finales en 1000, hein, mais bon, Mais je sais pas. après, je crois que quand elle gagne Stuttgart, il me semble qu'elle bat Swiatek en demi-finale. Je crois que on peut quand même lui donner ça. Ouais, bon, C'est après, Swiatek c'est sur une, gazon. non, Stuttgart, c'est sur terre battue chez les filles. Ah, putain, ok. Donc, Pardon. je crois que c'est la seule qui bat Swiatek cette année sur terre, il me semble.
Donc voilà, on peut lui donner ça, mais bon. Ouais, mais les JO, Siontech perd aussi, hein, Oui, ouais, contre Kin sur, Zheng Qinwen. c'est vrai. Bon, Donc, bah, je te laisse maintenant donner ton deuxième, enfin ta deuxième déception de la saison 2, de ce matin. ah bah écoute, vu que tu as parlé d'une joueuse, je vais parler d'un joueur, moi. Donc il y a plusieurs joueurs qu'on pourrait vraiment qualifier de déception cette année à certains niveaux, hein, évidemment. D'un côté, il peut y avoir Novak Djokovic, il peut y avoir Daniel Medvedev, il peut y avoir pour d'autres raisons Stefanos Tsitsipas, même Zverev, hein, ça peut être considéré comme une déception sur certains points clés de la saison, hein, notamment ses performances en Grand Chelem contre Alcaraz, puis contre Taylor Fritz à Wimbledon et à l'US Open. Mais je pense que la plus grosse déception quand même pour moi cette année, ça reste Holger Rune, très clairement. Wow, Je pense ok. que Holger, Je pensais pas. Je parlerai d'un autre joueur plus tard, mais ok. Ok, vas-y, pourquoi? Rune, détail. Ah, je vais détailler, c'est très simple. Rune, depuis 2 3 ans, depuis qu'il a gagné Paris-Bercy en 2022 contre Djokovic, on nous le présente comme le nouveau Big Three. On nous a présenté, ça fait 2 ans qu'on nous dit, il y aura Alcaraz, il y aura Sinner et il y aura Rune. Voilà. On a transposé ça. On a voulu nous faire passer Rune, bon, voilà, pour un joueur peut-être potentiellement top 3 voire numéro 1 mondial, voire multiple vainqueur de Grand Chelem. Mais je suis désolé. Ok, techniquement, il a un potentiel. Genre, il a une technique très très propre, Rune, il faut le reconnaître. C'est pour ça que d'ailleurs, sous pression, il gère aussi bien les moments chauds parce que techniquement, il ne flanche pas, parce que sa technique est très 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 propre. Donc ça lui permet justement de temporiser ces moments-là et de pouvoir se retourner et pour pouvoir gagner des matchs au couteau. Mais le problème, c'est que déjà, son staff, c'est le bordel. Il change d'entraîneur tout le temps. Et, il y avait Christiansen, puis Mouratoglou, puis on change encore d'entraîneur, puis on retourne avec Mouratoglou, puis on retourne avec Christiansen. Enfin, bref, c'est pas possible en fait. C'est pas possible. Il faut quelque chose de stable. Sa mère, c'est n'importe quoi. Ça fait penser à certains égards à Tsitsipas, à la gestion de carrière de Tsitsipas. Voilà, dont le divorce avec son père a d'ailleurs été très très dur et ça s'est fait ressentir en 2024. Ouais. Donc il y a ça, il y a tout le côté, l'écosystème autour du joueur. Mais au-delà de ça, mentalement, psychiquement, je pense qu'il n'est juste pas prêt. Peut-être qu'il se voit trop beau, trop fort. Peut-être qu'il y a un petit côté arrogant qu'il faudrait qu'il arrive à canaliser aussi. Parce que ben, contre des joueurs, tu peux pas perdre au premier tour contre Brandon Nakashima à l'US Open, même si Nakashima est bon. Quand tu t'appelles Runeux, tu peux pas perdre contre Nakashima en fait. Tu peux pas te prendre une rouste en quasiment 1 heure et quelques de jeu. C'est pas possible. Donc, et pour étoffer ce que je vais dire, les résultats par rapport à ces saisons précédentes, c'est terrible. Il perd au deuxième tour contre Caso à l'Open d'Australie. Ok, on est content pour nous, Caso, mais bon, Caso, c'est pas le futur cador du circuit, quoi. Donc, bon, il perd contre Caso. Après, Roland Garros Wimbledon, on peut lui pardonner, il perd contre Zverev et Djokovic, donc les deux finalistes. Donc, ça, à la limite, ok. Mais l'US Open, c'est pareil, c'est ridicule, premier tour. Et en Masters 1000, c'est le néant. À part ces deux demi-finales en fin de saison sur surface assez rapide, parce qu'il est magnifié son jeu, c'est soit sur surface lente, soit sur surface rapide. Le problème, c'est que sur surface intermédiaire, c'est terrible. Mais il se cherche en fait. Les résultats, je ne vais même pas les dire, mais c'est des quelques quarts, quelques demi, mais sinon c'est des troisièmes tours, des huitièmes. Bon, voilà, c'est un solide top 15. Mais bon, par rapport à ce qui nous avait été vendu depuis 2 ans, bah, c'est quand même très décevant, quoi. C'est très très Ouais. décevant. Et puis, Et vas-y, pardon. bah juste pour terminer, moi je trouve qu'il se cherche, il n'a pas d'identité précise dans son jeu. On le voit d'un seul coup, il est très agressif, il campe sur sa ligne pour retourner de façon agressive, mais contre certains joueurs ça marche pas. Et parfois il se dit bah non, je vais essayer d'être plus passif, et là ça fonctionne. Puis il retombe dans ses travers, il retombe dans son hyper agressivité, qui parfois bah, peut être payante, mais parfois n'est hors de propos en fait sur surface rapide. C'est pas comme ça que tu vas gagner tes matchs. Et dernièrement, aussi, niveau technique, au niveau du service, bah, ça fluctue, c'est pas stable. Au niveau du revers, on l'a vu, c'était pas stable. Donc en fait, c'est un joueur en chantier. Vraiment, et je trouve que malheureusement, bah, par rapport à ces deux compères, on nous le présentait comme le troisième larron. Bah, je suis désolé, non. Pour le moment, c'est pas le cas. Faut arrêter de faire tout un plat d'Holger Rune. C'est pour ça que par le même temps, c'est une super déception. Voilà. C'est vrai que pour le moment, il est encore très loin de Sinner et d'Alcaraz, c'est vrai. Ah bah, Moi, il y a un autre moment fort de la saison de Rune dont j'ai envie de parler, c'est sa défaite à Munich contre Struff en 3 quarts d'heure. Il prend 2-0. ouais, Moi, ça m'avait frappé parce que à ce moment-là, bon, sur cette semaine-là, il y a semaine de 250, 500, il y a des tournois partout, tout le temps. Donc, j'étais en train de vraiment switcher sur tous les matchs possibles. Et puis là, je vois ça. Et je lance le match en cours de route et vraiment je vois un Rune mais passif de fou. Il ne veut pas jouer. Soit il expédie la balle dès la première frappe,
ou alors il remet juste, il donne le bâton pour se faire battre, il fait deux doubles par jeu, et c'est terrible. Et, mais cette défaite en trois quarts d'heure, je pense, elle est vraiment, comment dire, symbolique Symptomatique. parce que vraiment, bon, en soi, c'est pas perdre contre, je trouve, qui est grave, mais c'est plus la manière et l'attitude qui n'est pas un cas à part, qu'on retrouve souvent, parce qu'il me semble que c'est pas sa seule Ah non, non, défaite. c'est déjà plusieurs fois, ouais. Fois. Je crois Mm. qu'il a pris cette saison plusieurs tôles très, très rapides. Euh, et donc, ça la fout mal quand tu te dis que t'es top 15 et que tu te vois ce futur top 10 sur le long terme, voire un top 5. Mais après, là, je te rejoins. De toute manière, pour moi, c'est très simple. Tant que dans son staff, ce sera pas stable sur plusieurs années, il n'ira jamais au niveau où on veut le voir. C'est aussi simple que ça. Tous les staffs des meilleurs joueurs sont stables. Tu prends Sinner, il est avec Darren Cahill, il me semble, Ouais, et depuis, Simone Vagnozzi, ouais. voilà, depuis 2 ans, je dirais, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, Moins. un an et demi, 2 ans, je crois. Alcaraz est suivi par Ferrero depuis qu'il a 13 piges, il me semble, Mm. enfin tout jeune. Zverev, il est à son père depuis toujours. Je crois, hein, je crois pas qu'il a eu Ah d'autres non, non, si, piges c'est que ça. ça. Medvedev est avec Savara depuis qu'il a 16 ans, 17 ans. Voilà. Enfin, tous les meilleurs joueurs, enfin, tous les joueurs en activité qui ont gagné des grands chelems ont un entourage sain et stable. C'est une règle fondamentale qui, au top niveau, n'échappe pas. Et chez les filles, pareil, hein. Que ce soit Swiatek, même si elle a changé là, mais avant, quand elle prend tous ces Roland et l'US Open, Swiatek, Sabalenka, leurs entourages sont stables et c'est un travail sur plusieurs années. Quand tu changes de coach tous les trimestres, enfin, comme de prof au collège, c'est pas possible. C'est Mm. impossible. Tu ne peux pas aller au top niveau avec cette mentalité-là. Donc même si tu as un coach et que la mayonnaise prend pas tout de suite, c'est pas grave. Tu prends le temps, tu vois sur le long terme. En plus, par chance, enfin, Bruno, il est encore jeune, hein, il a 21 ans, il a encore au moins 15 ans devant lui facile. Donc, si tu perds une saison, c'est pas la mort, t'as encore bien le temps. Alors, certes, dans les records, tu seras pas aussi précoce que les Alcaraz, que les Sinner, mais si un jour tu veux dire, j'ai gagné au moins un grand chelem, ce que je pense est son objectif, enfin, à son niveau, il doit se dire ça, gagner un grand chelem un jour, tu dois avoir un staff et un coach stable et sain. Et à un moment, c'est tout. Parce qu'en soi, que ce soit dans la tête ou dans le bras, Oui, il a bien tout. sûr. Il a tout le niveau, il a toute la technique. Dans les moments chauds, il est très calme et il sait garder son sang-froid. Et même il doit sauver 3 balles de match à suivre, à la suite, ça lui fait pas peur. Il sait déjà à son si jeune âge faire ça. Maintenant, il faut juste un coaching staff stable et sain. C'est tout. Pour Rune. Enfin, vraiment, c'est tout ce qui lui manque. Ouais, bah, je suis d'accord avec toi, mais bon, Ah, malheureusement, c'est pas ce qui s'est passé cette saison, donc bien sûr. wait and see. C'est Voilà. ça, exactement. Voilà. De mon côté, tu parlais de Rune, je vais aller sur un autre joueur. Moi, je vais plus se taper sur Rublev. Ah Euh, ouais? oui, parce que, alors certes, il prend Madrid, ok, mais Ouais, bon, d'accord. ça c'est sur le papier. Quand on creuse un peu, ah, il me semble qu'il bat Carlos quand même, il bat Alcaraz en quart, je crois. Mais qu'on vienne pas me dire que le Master 1000 de Madrid 2024 est un Master 1000, vu toutes les blessures, vu tous les forfaits qu'il y a eu, enfin, Félix, il allait en finale en jouant un match, hein, vraiment, c'est pas ça, mais vous avez très bien compris. Euh, ce que je veux dire, c'est que c'était un peu un faux Master 1000. Mais à côté de ça, en fait, le mois de janvier de Rublev est tout ce qu'il y a de plus Rublev possible. Il y a aucun changement. Et en février, ce match contre Bublik à, attends, je crois que c'est Doha, Ouais, ou Dubaï, je sais plus. ouais, je crois, Dubaï, je Doha, crois. il me semble, euh, Ouais. où il perd par disqualification parce que il engueule l'arbitre comme si c'était son gosse à cause d'une faute d'arbitrage. Enfin, il engueule un jeu de ligne. Donc, il se fait disqualifier. Et à partir de là, il y a eu une descente aux enfers, mais complètement.
Maintenant, on le voit, on a l'impression que dès qu'il perd un point, il perd un genou, parce qu'il se fracasse avec sa raquette. Combien de fois on l'a vu saigner à cause de sa propre mutilation? Enfin, il est. Alors, autant hors terrain, ça a l'air d'être un ange, mais sur le court, il devient fou. Et ça fait presque de la peine. On a pitié pour lui. Alors, certes, pour Madrid, certes, il fait finale à Toronto, où il perd contre Pirenne. Ok, très bien. Mais sinon, c'est une saison en dents de scie avec plutôt des scies vers le bas. Euh, mais c'est grave. Et comme je disais plus tôt, on a l'impression qu'il n'évolue pas et qu'il ne veut pas changer. Tu regardes, enfin, et comme j'ai dit plus tôt, tu regardes le Rublev de 2018-2019 et le Rublev de maintenant, c'est la même chose. C'est une copie conforme. Ça n'a pas bougé d'un iota. Et à ce niveau-là, c'est grave. Et je crois que c'était pas cette année, mais je crois que c'était l'année dernière où il y avait une petite vidéo backstage à l'US Open, il me semble, enfin aux États-Unis, où il y a un entraînement entre Rublev et Alcaraz, et Rublev sort cette phrase: si tu veux être top 8, tu me demandes, mais si tu veux être top 1, top 2, faut aller voir l'autre. Bah oui, bah, en vrai, c'est triste, et tu en es conscient, mais c'est ça. Et à un moment, si tu veux aller chercher tout ce qui est top 5, top 3, top 1, à un moment, il va falloir varier, il va falloir faire autre chose que de frapper à plat. Parce que le tennis, si au tennis c'était celui qui frappait le plus fort qui gagnait à chaque fois, ça se saurait. Et depuis longtemps. Et bah non, et bah, malheureusement pour toi, ce n'est pas ça. Donc à un moment, juste change. Et surtout, sois plus calme sur le terrain. C'est pas normal que à chaque match, tu perds une joue, un front, un genou à cause de toi. C'est pas possible. Pour rebondir par rapport à ton propos sur Roublev, je vais pas rajouter grand-chose parce que oui, je suis complètement de ton avis, il est complètement instable mentalement. À partir de justement de sa défaite, comme tu dis, enfin de sa disqualification à Doha, il y a vraiment une fissure, dans une coupure très nette dans sa saison. Et en fait, moi, ce que je trouve vraiment assez surprenant comme phénomène, c'est que Roublev, depuis 2 3 4 ans, c'est un peu un gatekeeper. Voilà, c'est un joueur solide du top 8 top 10 qui garde un peu la porte, qui verrouille la porte. Voilà, pour gagner parmi les meilleurs, il faut déjà passer par Roublev. Et pourquoi il avait cette image un peu, pour moi, de mec qui garde un petit peu l'entrée aux meilleurs joueurs? Parce qu'en fait, c'est un joueur très régulier. En Grand Chelem, il faisait que des quarts. Et en Masters 1000, il était toujours quand même bien placé. Il faisait toujours de bons résultats. Il était rarement gagnant, mais il faisait toujours de bons résultats. Et cette année, Roublev, ça a été un petit peu une bascule vis-à-vis de ça, depuis justement cette disqualification, puisqu'en fait, il a fait que des résultats catastrophiques, mais sa saison a été sauvée par deux résultats. La victoire à Madrid, où c'est miraculeux, il gagne, parce que vraiment, il n'y a personne. Il contre Roger Aliassime en finale d'un Masters 1000, mais qui y croit, quoi, Roger Aliassime en finale d'un Masters 1000? Je ne comprends pas. Et aussi à Toronto, si je ne me trompe pas. Ouais, final. Voilà, finale, de nulle part aussi, parce qu'il est pareil à personne. Non, Contre, parce que il y a personne, parce que Toronto est tombé juste après les c'est ça, JO, où tout le Mm, monde, enfin tous les meilleurs étaient cramés. c'est Donc ça. voilà, donc il en a bien profité, mais Il fait finale et il perd contre Popirine. Et il faut se dire quand même que Roublev a fait peut-être une de ses pires saisons en carrière, mais il aurait pu quand même avoir deux Masters 1000 en une oui, saison, ce qui aurait été c'est phénoménal. n'importe quoi. Et bah, ce qui aurait été plus que des joueurs comme Tim ou Del Potro Voilà. sur leur carrière. Donc c'est ridicule. Ça exprime bien tout le problème et surtout ça exprime vraiment le changement de dimension de Roublev. Il a intérêt à retrouver très vite ce statut de gatekeeper un peu régulier qu'il avait depuis 2 3 ans parce que là sinon, s'il fait toujours les mêmes résultats et qu'il ne fait pas de gros pics comme ça à Madrid ou qu'il profite pas des circonstances, bah en fait il va descendre et il va peut-être aller descendre dans du top 10 en fait. Il va tomber parce que là ça tient à un fil en fait ces résultats. Ça va Bien être à sûr. Madrid et à Toronto quoi. Donc, il va falloir inverser la tendance. Et le problème, on le voit aussi que vraiment, il plafonne, comme tu dis, il progresse pas. Tu les vois dans ces résultats-là en Masters 1000, au Masters, bah, il se fait défoncer par Zverev, il se fait défoncer par Alcaraz, et il perd contre Ruud. En fait, il a gagné aucun match aux ATP Finals, et c'est ça, ça fait 2 ans de suite, là. Il gagne pas un match. Donc Évidemment. voilà, c'est terrible. Je crois qu'on a déjà tout dit sur le cas Andrei Rublev. Vas-y, je te laisse avec ton dernier point, ta dernière déception. Vas-y. Moi, ma dernière session, elle va être assez rapide parce qu'on en a déjà beaucoup parlé, mais c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, c'est le dopage.
Oui. l'absence de transparence. Voilà, du monde du tennis en général, que ce soit des joueurs, que ce soit des instances, de l'ATP, des grands chelems. Vraiment, il y a un gros problème avec ça. Le fait que Sinner se prenne voilà, qu'on lui cache la suspension pendant 5 mois, puis qu'on nous dise bah, que oui, finalement c'est bon, mais au final, on fait appel et en fait, ça se trouve, le numéro un mondial bah, est dopé, mais il ne l'est peut-être pas. Mais au final, bah, peut-être qu'il va se prendre un an de suspension. Bah, ça dégage une super mauvaise image pour le sport. Voilà, le tennis, donc un sport de dopé, ça fait penser au cyclisme. Donc, bah, on n'a pas vraiment envie d'être associé à Lance Armstrong en 2005, quoi. 2007, pardon, je crois, même après. Et c'est pas que ça, puisque après on a appris que Swiatek aussi avait été suspendue là récemment pendant un mois, et qu'en fait on nous l'a pas dit, mais elle n'a pas fait la tournée asiatique parce qu'elle a été suspendue. Mais c'est pareil, ça il faut le dire. Enfin, faut pas le sortir de derrière les fagots derrière. Donc à la fois il y a un manque de transparence, à la fois il y a quand même une suspicion de dopage qui est énorme. Donc au final, bah, le sport de haut niveau ça repose sur du dopage. Donc ça bascule un petit peu la saison de Sinner qui est all-time. Il fait 73 victoires, 6 défaites. Bah, ouais, mais il y a un mais. Voilà. Il y a un mais. Bizarrement, il passe d'un joueur hyper fragile physiquement à un mec qui a une caisse de fou et qui arrive à enchaîner les matchs en 5-7. Toute raison gardée à Roland Garros, évidemment, mais voilà. Et le problème derrière, c'est aussi une différence d'équité entre les joueurs, finalement. Puisque Sinner, il se prend rien. Siontek, enfin, il va peut-être se prendre quelque chose, mais bon, il se prend rien à l'origine. Ouais, Siontek, elle se prend un mois. ouais, c'est Et que, ridicule. Et en plus, c'est un mois où elle choisit ses jours. en C'est plus, voilà. parce Donc, que un mois, mais elle a joué au Master, elle a joué en Fed Cup, et après non, en fait, c'est jusqu'au 4 décembre ou 8 décembre, je sais plus. Et tu te dis, mais ok, donc déjà elle se prend une suspension minime, et en plus, elle peut choisir les jours où elle joue pas. Enfin, comment on choisit ses vacances d'été? Tu te dis, mais ça. on est où? C'est des vacances. Voilà, C'est la ça, suspension, c'est des vacances. c'est Voilà. ça. Et le gros souci, c'est que moi, ça me fait penser, justement, quand je parle de différence d'équité, de différence de traitement entre les joueurs, c'est que je pense à deux autres cas. Michael Himmer, Oui, qui n'a pas été, je sais plus, en absence de contrôle, je sais pas oui, quoi, la force de qui se prend, contrôle. qui se prend 2 ans. Ouais. Voilà. Bah, Michael Himmer, c'est pas un sinner, il est pas numéro un mondial, hein, il est que Ça. modeste 60e mondial, C'est ça. 80e mondial. No name. Voilà. Et enfin, si tu suis pas le tennis, tu le connais pas. Bah, tu le connais pas, enfin voilà. Personne connaît Michael et même la plupart des gens savent même pas ce qu'il a un frère, je pense. Oui, c'est Elias. ça. Elias, Donc, c'est encore pire, mais pour eux, les deux, c'est les mêmes. Donc. c'est ça. Et c'est pas que. Au niveau féminin, un cas un peu plus connu, mais quand même qu'on a tendance à oublier, Ouais. Simona Alep, Ouais. qui s'est pris X temps de suspension, 2 ans, je crois, pareil, Il y a qui a 4 été ans. réduit Non, à 9 mois. c'était il y a 4 ans, réduit à 9 mois. Voilà, réduit à 9 mois, là, bah, voilà. Bah, pourquoi? Bah, parce que même si elle a été numéro un mondial, elle est moins bankable qu'une Swiatek. Même, on peut poser des questions au niveau des pays, hein. Elle est roumaine, bon, voilà, le tennis roumain, je pense pas que ce soit, comparé au tennis polonais avec les Hurkacz et les Swiatek, c'est pas la même influence dans le monde du tennis. Il y a quand même beaucoup de choses comme ça qui font qu'on se dit, bon, en fait, ceux Hum, qui sont au haut de la pyramide, on les protège à tout prix. c'est ça. Le système économique repose dessus pour le fric, hein, évidemment. On n'y touche pas. Mais par contre, t'es en dessous, bah t'es une merde, voilà. Enfin, C'est on ça, s'en fout. exactement. Après, je peux citer Jarry qui a pris un an parce que bah, c'était Jarry. Et que le tennis chilien, bah, voilà, On s'en fout. Chili, c'est où? Et Brooksby aussi, qui avait pris un an et demi, je crois, qui là va revenir à l'Open d'Australie, parce que lui, il a enchaîné suspension plus blessure, enfin, Ouais, ouais, il plénière. a beaucoup de. Mais Ouais, très bon joueur. il me Mm. semble qu'il y a 2 3 ans, il bat Rude au second tour de l'Open d'Australie, il me semble. C'est même mémoire Ouais. exacte. Et moi, Voilà. j'ai un souvenir de Brooksby avec un très bon match contre Djokovic à l'Open d'Australie, Oui, oui. où Ben, je crois que c'est vraiment le il lui prend un même. set, hein. Il lui prend un set. Je crois que c'est le même. Mm. Ouais. Où, Donc, où, non, j'ai hâte de où le il bat revoir, ce joueur. Rude, où il bat Rude au second tour. Ouais, Je je crois sais plus, qu'il va ouais. perdre. Ouais, voilà. Contre Djokovic. C'était 2023, pardon. C'était il y a un peu moins longtemps. Mais ouais, il a battu Rude au deuxième tour de l'Open de Allez, 2023. petite digression, mais les slices de Brooksby à De- deux mains là, ah, ouais, j'ai tellement hâte de les revoir. avec son bras à 90 degrés, oui, c'est Ouais, quelque chose. très bon Mais joueur, j'ai hâte bon, de le ça revoir. passe, hein, donc voilà. Mais voilà, enfin, plein de cas comme ça, et puis sûrement plein de cas de joueurs qui sont au-delà de la 7e place mondiale, et que vu qu'ils sont sur le circuit secondaire, on n'en parle pas, quoi. Et en fait, et le problème, c'est voilà, c'est que sur la même saison, t'as tes deux numéros un mondial, hommes et femmes, qui tombent la même année. Je pense, je suis pas allé voir, mais bon,
Ça me surprendrait que ça soit déjà passé dans l'histoire, que le numéro un homme et le numéro une femme tombent pour dopage la même année. Ça, c'est fou et ça remet tout en doute parce que bah, Swiatek, alors certes, elle fait pas la saison de sa vie, mais sur ta battue, elle est injouable. Elle prend Roland, elle prend Rome, elle prend Madrid, elle prend tout ce que tu veux. Et ça remet en cause aussi ses résultats, même si on sait que depuis longtemps, Swiatek, sur ta battue, c'est quelqu'un, mais, mais quand tu dis, ça remet, et puis ça c'est un truc qui va leur suivre toute leur vie. C'est-à-dire, même dans 4 ans, en espérant qu'il ne se serait rien passé depuis et que les deux soient clean, ils auront toujours cette image à vie de joueurs ou joueuses dopés. Et c'est terrible. Parce que, en plus, les deux sont très jeunes. Et normalement, ils sont censés être en tête d'affiche du tennis mondial pour les minimum 10 prochaines années, quoi. Euh, Génération Tech, vraiment. donc voilà. Donc, c'est compliqué. Donc, Ouais. Donc, ouais, un peu, bon. voilà. Moi, c'était mon coup de gueule. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter dessus. J'attends de voir la décision de l'AMA. En même temps, ça ferait un peu chier que Sinner se fasse suspendre, hein, parce que, ben, Mais oui, mais en même temps, ce c'est serait dommage. logique. Mais en même temps, ce serait logique, voilà. Ça On serait est partagé. Petit dilemme. logique et juste, quoi. À Mm, un moment, c'est pas ce que tu appelles Yannick Sinner, que tu es au-dessus des règles, c'est tout. c'est ça. Et si t'as merdé, bah. Et à la limite, je pense que pour son image, ce serait peut-être mieux parce qu'au moins il purgerait à peu près sa peine et à son retour, si il regagne après, il serait mieux jugé, enfin, plus Ouais, jugé à sa ouais. juste valeur, tu vois. C'est vrai. Je C'est pense vrai. que ce serait, mais bon, je pense que il y a moins d'1% de chance qu'il se fasse suspendre. Mais bon. Oui. On verra bien. Du coup, moi, c'était aussi mon troisième point, mais c'est pas grave. Ah, je te l'ai piqué. J'ai plein de ressources. Et donc, du coup, je vais aller sur une déception un peu crève-cœur, parce que c'est une déception parce qu'il a pas joué. Une déception qui s'appelle Nick Kyrgios, Ah oui. qui est un joueur que j'adore, qui depuis 2 ans a joué qu'un pauvre match sur gazon. Je crois qu'il perd très vite contre Nakashima, il me semble, je crois, à Le en 2023. Il me semble. Je suis source peut-être. Il prend 0-1, je crois. Enfin bref, je considère même pas ça comme un match. Ça fait 2 ans que le circuit ATP privé Nick Kyrgios, un personnage certes clivant, mais dont le tennis a besoin que ce soit pour ses phrases et surtout pour son jeu, parce que même si il s'entraîne pas 8 heures par jour, mais il a quand même une technique d'une facilité déconcertante. Enfin, il est très facile. Il amène un côté chaud, un côté que même s'il a jamais été top 10, demain tu le mets contre Sinner ou contre un Alcaraz, à tout moment il le tape. Il y a aucun problème. Surtout en format de 7 gagnant. Et donc c'est un joueur qui manque vraiment au circuit, un joueur un peu spectaculaire, qui n'a pas sa langue dans sa poche. J'avoue que parfois il devrait un peu plus l'avoir, mais bon, ça fait partie de son personnage et de sa personnalité. Et en plus, il nous a laissé un peu en suspens après sa finale à Wimbledon contre Djoko, où on se dit, purée, peut-être enfin il va l'avoir, son grand chelem qu'on attend tant, enfin en tout cas ceux qui apprécient Kyrgios, enfin qu'on attend tant. Et après ça, chute physique totale, ça a été la cheville, c'était genou. Et bon là, il est sur la liste d'entrée à l'Open d'Australie. Donc normalement, il revient chez lui début 2025. Et c'est vraiment quelque chose que j'attends énormément, le retour de Nick Kyrgios, qu'il y a aucun... Enfin, quand il y a Kyrgios sur un court, je veux voir. Je paye mon billet, je veux voir ce qui va se passer. Il va forcément se passer un truc. Que ce soit bien ou mal, hein. Et contre n'importe qui, il va se passer un truc. Et, et si possible, en 2025, on pourrait avoir un Kyrgios Sinner avec toutes les gentilleries que Kyrgios a dit sur Sinner sur les réseaux. Ça serait sympa pour le popcorn. Donc si par hasard, à l'Open d'Australie, on pouvait avoir un petit huitième ou un petit quart Kyrgios Sinner, je serais preneur. Mais déjà, juste voir Kyrgios sur un cours de tennis pendant toute une saison en 2025. Ça ferait plaisir, mais du coup, c'est ma déception en 2024, parce qu'il n'a pas joué un match. On l'a plus vu sur ESPN ou sur BBC ou sur son compte Insta que sur un terrain, et il manque. Et voilà, juste reviens, Nick, vraiment, tu manques au circuit. Est-ce que tu veux dire un truc sur Kyrgios, vite fait, ou...
Bon, Kyrgios, moi je l'apprécie pas autant que toi, j'aime beaucoup son jeu, mais j'ai du mal avec sa personnalité parfois, oui, très à la limite en fait. Un peu borderline. Autant ça peut apporter quelque chose. Moi j'aime bien par exemple comment fait Rouneux, parfois même s'il a un peu le côté sale gosse. Mais Kyrgios, j'ai plus de mal parfois parce que c'est plus dans la provoque, pour faire parler de lui, créer du buzz en fait, pour lui. Bon, parfois je trouve que c'est un peu hors de propos. Des années par exemple, je sais pas, plus moi je suis fan de Djoko, donc c'est aussi pour Oui. ça. À insulter Djoko, à pas Ouais. arrêter de lui manquer de respect, puis au final, C'est pas bon, à faire possible. le bon petit toutou à partir de 2022 où il se retrouve en finale. Après, c'est le bon petit toutou Kyrgios Hmm. qui voilà, dit plus rien. Novak, c'est le meilleur. Ok, le retournement de veste, je veux bien. Bon, il l'a défendu pour le Covid, je veux bien, mais bon, voilà. C'est un joueur voilà, qui aime bien jouer sur le buzz et quand il y a quelque chose qui lui plaît pas, il appuie dessus. Ça se trouve, il sera peut-être Sinner dans 3 ans, donc bref, Possible. voilà, Bon, en vrai, possible. nous verrons. Ok. Bah, de toute façon, on l'a vu aussi avec Tsitsipas, hein. Il s'aimait Oui, plus, voilà, puis à un moment, il faisait des tournois en double ensemble, voilà. voilà, Bref, c'est marrant. voilà. Mais après, oui, Kyrgios est un joueur clivant, mais dans le Mais tennis moderne, on a besoin de joueurs clivants. j'ai hâte de le voir jouer, par contre, je tiens à te le dire. Oui. Ça, pour le coup, Voilà. même si je n'y crois pas trop, je pense pas qu'on le reverra faire Ah, des résultats bah, en finale de Grand Chelem, j'y après, crois zéro. oui, moi après, je veux juste le voir jouer Voilà, c'est pour ça, le gagner, divertissement. voilà. On Mm. verra ça plus tard, on verra à quel niveau il revient. Mais juste le revoir jouer, ça me Voilà, suffit. c'est ça, le voir tenir une raquette déjà. C'est ça. Voilà. Très Donc, ben bien. voilà, on a fait le tour de nos déceptions de 2024. On se retrouve dans quelques jours pour faire la preview de la saison de l'ATP. Évidemment, on vous rassure, les fans de tennis féminin, il y aura un épisode consacré entièrement au circuit féminin pour 2020-2025, bien sûr. Mais on va splitter le truc, faire une émission prévue de l'ATP, une émission prévue de la saison WTA 2025. Donc, on se retrouve dans quelques jours pour ça. Et sur ce, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et on se dit à la prochaine. Salut tout le monde. Salut.